L'histoire du Sahel prend un tournant critique. L'alliance militaire entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger a modifié l'équilibre régional. Avec près de 40% du territoire du Burkina Faso toujours disputé, le défi est de maintenir cette coalition face aux sanctions internationales et aux pressions internes. Mais un élément central persiste, Ibrahim Traoré. Le commandant est devenu l'architecte d'une transformation rapide, changeant la dynamique du conflit. Mais cette centralisation du pouvoir militaire peut-elle vraiment tenir face aux tensions politiques croissantes ? Les premières victoires sur le terrain apportent une question cruciale. La stabilité de l'alliance est-elle durable ? Le Sahel traverse une période charnière. Le partenariat entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, bien qu'efficace sur le terrain, est confronté à des défis politiques internes qui menacent sa pérennité. Ibrahim Traoré, figure centrale de cette alliance, a réussi à centraliser le commandement militaire, réduisant ainsi les délais de réaction face aux attaques djihadistes. Cette avancée significative a permis une réduction de près de 30% des attaques dans les zones frontalières clés. Cependant, cette victoire est tempérée par un risque majeur, la politique interne des trois pays. Si l'unité de cette alliance vacille, les gains militaires obtenus jusqu'à présent risquent de se dissiper rapidement. Les sanctions économiques et l'isolement diplomatique imposés par la communauté internationale ajoutent une pression supplémentaire. La question qui se pose désormais est simple. La cohésion interne de cette alliance pourra-t-elle résister aux tensions croissantes dans... Alors si elle échoue, les conséquences ne seront pas seulement militaires, mais également géopolitiques, affectant l'ensemble de la région. Les enjeux sont immenses. Et vous, pensez-vous que l'unité tiendra face à ces défis ? Viet P3FR, Lan, Tieng, Viet. En janvier 2025, l'Alliance des États du Sahel a été officiellement formée, unissant le Burkina Faso, le Mali et le Niger pour lutter contre les groupes djihadistes dans la région. Cette alliance, bien que née de la nécessité, a déjà montré des signes de transformation. Un des premiers résultats marquants a été la réduction de 30% des attaques djihadistes dans plusieurs zones frontalières que l'on manquait. Ce recul n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat direct de la centralisation du commandement militaire, impulsé par Ibrahim Traoré. Avant la mise en place de cette structure unifiée, les trois pays affrontaient dans des attaques séparées, leurs armées agissant indépendamment les unes des autres, souvent trop lentes et mal coordonnées. Aujourd'hui, les forces de ces trois pays peuvent réagir beaucoup plus rapidement, parfois en moins de 48 heures. Un exemple frappant est l'opération conjointe menée dans la région de Yaga, où une unité mixte burkinabé-malienne a pu sécuriser temporairement des axes ruraux en moins de 24 heures, là où auparavant, plusieurs jours auraient été nécessaires pour obtenir des résultats similaires. Cependant, cette rapidité et cette efficacité accrue ont un prix. Si d'un côté elles permettent de perturber les mouvements des groupes armés, elles créent aussi une pression politique interne. La centralisation du pouvoir militaire et la prise de décision rapide suscitent des tensions, emmènent notamment en ce qui concerne la répartition du commandement et des ressources. Le Burkina Faso, sous la houlette de Traoré, semble dominer cette alliance, alimentant des doutes au sein du Mali et du Niger. De plus, les sanctions internationales, bien que partiellement compensées par des partenariats non occidentaux, pèsent lourdement sur l'économie et la stabilité politique des trois pays. Cette dynamique soulève une question cruciale. Ces gains sur le terrain seront-ils suffisants pour maintenir l'alliance intacte face aux défis internes et externes croissants ? Peut-on véritablement croire à une stabilité durable dans cette alliance ? Ibrahim Traoré, le leader du Burkina Faso, est l'élément clé de cette transformation militaire et politique. Dès son arrivée au pouvoir, il a compris que la seule façon de renverser la dynamique de la guerre contre les djihadistes était de rompre avec les structures existantes et de centraliser la prise de décision. Cette décision a permis d'unifier les efforts militaires du Burkina Faso, du Mali et du Niger, apportant ainsi une cohérence et une réactivité jusque-là inexistantes. Les premières opérations menées sous son autorité ont montré des résultats impressionnants. Des unités mixtes burkinabè et maliennes ont commencé à se coordonner de manière plus fluide,
ce qui a permis de sécuriser des zones rurales et de rétablir une forme de normalité. Cependant, cette centralisation du pouvoir n'est pas sans conséquences. Traoré, en concentrant le commandement au Burkina Faso, a rapidement généré des tensions, en particulier avec le Mali et le Niger, qui se sentent relégués à un rôle secondaire. Mais la véritable question est de savoir si cette dynamique de leadership renforcée par Traoré peut être soutenue à long terme. Le contraste entre une centralisation militaire efficace et les rivalités politiques croissantes pourrait bien être l'élément clé qui détermine le futur de l'Alliance. Le changement de rythme apporté par cette centralisation a déjà eu un impact direct sur le terrain, comme en témoigne la diminution des attaques djihadistes et la reprise progressive de certaines zones économiques. Pourtant, face à ces premiers succès, l'ombre de tensions politiques internes reste omniprésente. Ibrahim Traoré peut-il maintenir l'unité face à ces défis croissants? L'Alliance des États du Sahel, un projet ambitieux visant à unir le Burkina Faso, le Mali et le Niger dans leur lutte contre le terrorisme, a vu le jour en janvier 2025. L'objectif était clair: créer une force militaire conjointe capable de contrer les groupes djihadistes qui déstabilisaient la région. Avant la formation de l'Alliance, les trois pays étaient déjà en guerre contre ces groupes, mais leurs efforts étaient fragmentés. Chaque pays menait ses propres opérations, sans coordination réelle, ce qui rendait les actions inefficaces et souvent trop lentes. Ce manque de réactivité a permis aux groupes armés de s'étendre, contrôlant de vastes portions de territoire et menaçant la stabilité de toute la région. Le tournant est venu avec la décision radicale d'Ibrahim Traoré de centraliser le commandement militaire. Cette stratégie a immédiatement apporté des résultats sur le terrain. En quelques mois, les attaques djihadistes ont diminué d'environ 30% dans les zones frontalières du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Les forces militaires des trois pays, désormais unifiées sous une seule structure de commandement, ont commencé à mener des opérations conjointes permettant une réaction plus rapide aux menaces. Un exemple notable est l'opération menée à Yaga, où une unité mixte burkinabé-malienne a sécurisé des routes en moins de 24 heures. Un exploit qui aurait pris plusieurs jours auparavant. Cependant, chaque victoire a son coût. La centralisation du pouvoir militaire sous le leadership de Traoré a exacerbé les tensions politiques. Le Mali et le Niger ont exprimé des préoccupations concernant la domination du Burkina Faso dans l'Alliance, ce qui a mis à mal la cohésion interne. Les désaccords sur la répartition des ressources et du pouvoir ont commencé à se faire sentir. Et la crainte que cette dynamique de leadership unique puisse provoquer des divisions internes n'a cessé de croître. En parallèle, l'isolement diplomatique des trois pays, renforcé par les sanctions imposées par la communauté internationale, complique davantage la situation. Ces sanctions, bien qu'atténuées par les partenariats avec des puissances non occidentales comme la Russie et la Chine, ont un impact significatif sur les économies locales. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger se retrouvent donc dans une position précaire où chaque succès militaire sur le terrain est accompagné de défis politiques de plus en plus complexes. Malgré ces tensions, l'Alliance semble avoir trouvé un certain équilibre, du moins à court terme. Car les gains réalisés sur le terrain ont permis de restaurer une forme de stabilité dans certaines zones du Sahel, notamment grâce à la réouverture de marchés et au retour progressif des populations déplacées. Cependant, la question de la durabilité de ces gains reste en suspens. Si l'Alliance parvient à maintenir une cohésion interne malgré les tensions, elle pourrait devenir un modèle pour d'autres régions confrontées à des défis similaires. Sinon, le fragile équilibre pourrait rapidement se rompre, entraînant des conséquences potentiellement dévastatrices pour la sécurité du Sahel. Ainsi, chaque avancée militaire semble être un test pour la solidité de l'Alliance. La question qui se pose est: jusqu'où l'unité des trois pays pourra-t-elle tenir face aux défis internes et externes qui se multiplient? Et les premiers résultats quantitatifs de l'Alliance des États du Sahel, notamment en termes de réduction des attaques djihadistes et de rétablissement de la sécurité dans certaines zones clés, sont indéniables. En 6 mois, les attaques djihadistes dans les zones frontalières du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont chuté de 30%, un chiffre
qui témoignent de l'efficacité de la centralisation du commandement militaire sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré. Cette réduction a eu un impact direct sur la stabilité régionale, bien que les menaces n'aient pas disparu pour autant. Dans les régions les plus affectées par le terrorisme, les déplacements internes forcés ont diminué d'environ 20%. Ce chiffre, bien que modeste, marque un tournant psychologique. Les habitants, qui avaient été contraints de fuir à cause des attaques incessantes, commencent à envisager un retour progressif dans leur village, attirés par une sécurité relative et la réouverture de certains marchés locaux. Cette stabilisation partielle des zones rurales est un signe que l'Alliance commence à redonner un peu de normalité à la vie quotidienne, mais elle reste fragile et conditionnée à la poursuite des efforts militaires. Un autre indicateur clé est la réouverture de routes commerciales dans les zones stabilisées. Certaines de ces routes, notamment dans le nord-est du Burkina Faso, ont été fermées pendant des mois à cause de l'instabilité. Aujourd'hui, grâce à la coopération renforcée entre les forces de l'Alliance, ces axes sont partiellement sécurisés, permettant la reprise des échanges commerciaux. Les petits convois agricoles peuvent à nouveau circuler et des marchés hebdomadaires ont rouvert, ça apportant un soulagement économique local. En termes de performance militaire, les unités mixtes des trois pays opérant sous un commandement unifié ont démontré leur capacité à réagir beaucoup plus rapidement. Par exemple, une opération transfrontalière menée en moins de 24 heures dans la région de Yaga, entre le Burkina Faso et le Mali, illustre cette nouvelle rapidité d'intervention. Ce type d'opération aurait pris plusieurs jours, voire plusieurs semaines, avant la formation de l'Alliance. Cette réactivité a non seulement perturbé les groupes djihadistes, mais elle a également permis de protéger des civils et de sécuriser des infrastructures essentielles. Cependant, malgré ces progrès, les données le montrent aussi des limites. La violence résiduelle reste présente, avec une réduction d'environ 15% des incidents violents dans les zones contrôlées par l'Alliance. Cela indique que si la situation s'est améliorée, les groupes djihadistes n'ont pas été complètement neutralisés. Ils restent capables de se regrouper et d'attaquer à nouveau, exploitant les failles dans la coordination militaire ou les zones encore mal surveillées. De plus, certains analystes estiment que cette réduction des attaques ne signifie pas nécessairement une victoire, mais plutôt une évolution de la tactique des groupes armés qui cherchent à se déplacer vers des zones moins surveillées. Ces données montrent des progrès tangibles, mais aussi des défis à long terme. Le vrai test pour l'Alliance résidera dans sa capacité à maintenir ses gains face à une menace toujours présente. L'Alliance des États du Sahel, bien qu'elle ait connu des succès notables, n'est pas sans critique. D'un côté, certains experts soulignent l'efficacité du modèle centralisé impulsé par Ibrahim Traoré, qui a permis une plus grande réactivité face aux attaques djihadistes. Les unités mixtes burkinabées, maliennes et nigériennes ont montré qu'une coopération militaire transfrontalière bien coordonnée peut produire des résultats impressionnants. La réduction de 30% des attaques dans certaines zones et la réouverture de routes commerciales illustrent ce potentiel. La centralisation du commandement a permis de rompre la lenteur bureaucratique et de renforcer l'efficacité sur le terrain, apportant ainsi un regain de confiance dans la capacité des trois pays à lutter ensemble contre le terrorisme. Cependant, d'un autre côté, les critiques se concentrent sur la durabilité de cette structure unifiée. La domination du Burkina Faso dans l'Alliance, sous la direction de Traoré, génère des tensions avec le Mali et le Niger qui se sentent marginalisés. Cette inégalité dans la répartition du pouvoir pourrait à terme fragiliser l'Alliance. Les rivalités politiques internes, exacerbées par des divergences sur la gestion des ressources et des stratégies militaires, risquent de miner la cohésion du groupe. De plus, l'isolement diplomatique croissant, renforcé par les sanctions internationales, pourrait rendre cette unité encore plus précaire. Le soutien de pays non occidentaux comme la Russie et la Chine compense partiellement les sanctions, mais ces partenariats ne suffisent pas à garantir une stabilité à long terme si la coordination interne se détériore. Ainsi, bien que les gains tactiques soient indéniables, les divergences politiques, l'incertitude économique
et la pression des sanctions internationales pose la question suivante. La force de l'alliance militaire pourra-t-elle surmonter ces tensions internes et préserver son efficacité face à des groupes djihadistes toujours actifs? Cette alliance, en dépit de ses succès, reste fragile et pourrait se fragmenter si les tensions politiques internes et l'isolement international continuent de croître. Le point tournant est arrivé. 6 mois après la création de l'Alliance des États du Sahel, les résultats sont mitigés mais significatifs. La réduction de la violence dans certaines zones frontalières a apporté un répit bienvenu avec une baisse de 30% des attaques djihadistes. Cependant, ces progrès s'accompagnent de tensions internes croissantes. Le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, occupe une position dominante dans l'alliance, ce qui a entraîné des frictions avec le Mali et le Niger. Ces tensions mettent en danger l'unité fragile de l'alliance, car chaque victoire militaire semble ajouter une pression politique supplémentaire. Le succès sur le terrain est indéniable, mais la véritable question est de savoir si ces gains peuvent être consolidés à long terme. Les groupes djihadistes, bien que perturbés, n'ont pas été totalement éliminés. Leur capacité à se réorganiser et à s'adapter aux nouvelles stratégies reste une menace constante. Par ailleurs, les sanctions internationales et l'isolement croissant des 3 pays rendent la durabilité de l'alliance incertaine. La stabilité, aussi fragile soit-elle, en fait reste suspendue aux décisions politiques internes. L'enjeu devient clair, cette phase de succès temporaire pourra-t-elle se maintenir face à des défis plus profonds? Les conséquences de l'Alliance des États du Sahel sont à la fois concrètes et variées. Sur le terrain, les résultats visibles sont indéniables. La réduction des attaques djihadistes de 30% dans certaines régions frontalières a apporté un répit bienvenu. Les forces mixtes burkinabées, maliennes et nigériennes, grâce à la centralisation du commandement, ont montré une capacité à réagir rapidement aux menaces, notamment dans des zones auparavant considérées comme trop instables pour toute intervention coordonnée. Les zones rurales de la région de Yaga, par exemple, ont connu une sécurisation temporaire, en cas permettant la réouverture des marchés et le retour progressif des populations déplacées. Cependant, ces avancées militaires s'accompagnent de tensions croissantes sur le plan politique. Le Burkina Faso, sous la houlette d'Ibrahim Traoré, domine l'alliance, ce qui alimente les frustrations du Mali et du Niger. Ces 2 pays se sentent relégués à un rôle secondaire, ce qui pourrait entraîner une fissure dans la cohésion de l'alliance à long terme. Les divergences sur la répartition des ressources, le commandement et les priorités stratégiques alimentent les rancœurs internes, mettant en péril l'unité fragile des 3 nations. Sur le plan diplomatique, l'isolement international est devenu un facteur clé. Les sanctions imposées par la communauté internationale, bien qu'atténuées par les partenariats avec des puissances comme la Chine et la Russie, pèsent lourdement sur les économies des 3 pays. L'isolement diplomatique croissant et la dépendance envers des partenaires non occidentaux ajoutent des frictions supplémentaires. Le Sahel, bien que bénéficiant de certains gains militaires, devient une région de plus en plus polarisée et la question de la stabilité politique de l'Alliance devient de plus en plus pressante. L'impact économique est également notable. Dans les zones sécurisées, l'activité commerciale reprend lentement, mais les sanctions économiques limitent considérablement la capacité de ces pays à se développer durablement. Les routes commerciales, bien que partiellement réouvertes, restent vulnérables à de nouvelles attaques, ce qui empêche un retour à la normalité complet. Les populations, bien que partiellement rassurées, restent sur leur garde, conscientes que la paix n'est encore que fragile. Enfin, les effets sur la population locale, bien que positifs, dans certaines zones, sont encore très variables. Si certains habitants commencent à retrouver un semblant de normalité avec la réouverture des marchés et la reprise de certaines activités agricoles, d'autres vivent dans l'incertitude. La peur persiste dans les régions les plus reculées où les groupes djihadistes restent actifs et où l'accès à des services de base reste limité. L'Alliance des États du Sahel a sans aucun doute produit des effets tangibles, mais la question demeure. Ces progrès peuvent-ils être maintenus sans fissurer davantage l'Alliance sous l'effet des tensions internes et de l'isolement extérieur ?
Si dans les 6 à 12 mois à venir, l'avenir de l'Alliance des États du Sahel semble suspendu à un fil, 3 scénarios se dessinent, chacun avec des implications profondes pour la région et au-delà. Scénario de base, l'Alliance maintient une efficacité militaire suffisante pour contenir la violence, mais sans parvenir à l'éradiquer complètement. Les opérations conjointes se poursuivent avec une coordination renforcée, permettant de maintenir une réduction modérée des attaques djihadistes. Cependant, les tensions internes entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger continuent de croître. Ces divergences, exacerbées par des questions de leadership et de répartition des ressources, risquent de nuire à la durabilité de l'alliance. Les sanctions économiques persistantes et l'isolement diplomatique des 3 pays continuent de freiner leur développement, mais une stabilisation relative pourrait se maintenir tant que les forces militaires sont unies. Les sanctions économiques seront partiellement compensées par les soutiens extérieurs de puissances non occidentales. Scénario optimiste, l'Alliance parvient à surmonter ces tensions internes et à renforcer la coopération militaire. Le partage de renseignements devient plus fluide et des mécanismes de gouvernance plus équitables sont mis en place, apaisant ainsi les rivalités entre les 3 pays. La centralisation du commandement est plus acceptée, ce qui permet à l'Alliance de sécuriser davantage de territoires et de neutraliser plus efficacement les groupes djihadistes. Les sanctions internationales se maintiennent, mais l'Alliance trouve des voies pour améliorer sa résilience économique en diversifiant ses partenariats commerciaux et militaires avec la Chine, la Russie et d'autres acteurs. Le retour progressif des populations déplacées et la réouverture de marchés dans les zones stabilisées renforcent la perception d'un retour à la normalité. Scénario pessimiste, les tensions internes entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger explosent, menaçant l'unité de l'Alliance. Les désaccords sur la répartition du commandement et des ressources entraînent des ruptures dans la coordination des forces militaires. L'absence de cohésion interne entraîne des failles dans les opérations contre les groupes djihadistes qui commencent à regagner du terrain. Les sanctions internationales se durcissent et l'isolement diplomatique devient insoutenable, aggravant la crise économique. L'instabilité croissante permet aux groupes armés de prendre à nouveau le contrôle de certaines zones stratégiques, ce qui entraîne un retour en arrière dramatique dans les efforts de stabilisation. Recommandations stratégiques. Dans tous les scénarios, la gestion des tensions internes et l'équilibre politique seront cruciaux. L'Alliance doit concentrer ses efforts sur la consolidation de sa cohésion interne et la réduction des frictions politiques, car c'est là que réside la clé de sa durabilité à long terme. La capacité de l'Alliance à gérer ses désaccords internes sera déterminante pour son succès futur. Les implications de l'Alliance des États du Sahel ne se limitent pas aux résultats militaires et géopolitiques. Ces événements ont un impact direct sur les populations locales. Mais aussi sur la perception de l'avenir dans la région. Pour les habitants des zones rurales, la situation est loin d'être résolue, mais il existe désormais un espoir fragile. Le retour de la sécurité, même partielle, permet au marché de rouvrir et aux petites entreprises agricoles de redémarrer. Les déplacements, qui avaient été pratiquement impossibles à cause des attaques incessantes, sont à nouveau envisageables dans certaines zones stabilisées. Bien que cette normalisation reste précaire, elle incarne un renouveau pour ceux qui ont vécu sous la menace constante des groupes armés. Cependant, pour les jeunes générations des capitales du Sahel, la situation prend une dimension différente. Ces jeunes, souvent connectés à la réalité internationale par le biais des réseaux sociaux, observent la situation avec une certaine méfiance. L'isolement diplomatique et les sanctions économiques les préoccupent particulièrement, car ils perçoivent ces mesures comme des obstacles à leur avenir. L'espoir d'une souveraineté retrouvée se heurte à la crainte d'un isolement prolongé, limitant leurs perspectives économiques et sociales. Pour eux, l'Alliance des États du Sahel pourrait représenter une opportunité de réaffirmation, mais aussi un piège dangereux si les tensions internes persistent. Enfin, à l'international, la diaspora sahélienne suit de près ces développements. Les décisions prises par les dirigeants, notamment par Ibrahim Traoré, sont perçues comme un symbole de souveraineté retrouvée. Mais les incertitudes économiques et géopolitiques
qui en découle suscite une inquiétude croissante. Les transferts financiers, déjà fragilisés, pourraient souffrir davantage si l'isolement diplomatique persiste. Ainsi, les enjeux de l'alliance des États du Sahel touchent profondément à la vie de millions de personnes, et la manière dont l'alliance évoluera aura un impact direct sur leur avenir. Pour que l'alliance des États du Sahel puisse consolider ses gains et garantir une stabilité durable, il est impératif de mettre en place une feuille de route claire et pragmatique. Cette feuille de route doit prendre en compte non seulement les défis militaires, mais aussi les fractures politiques internes et l'isolement diplomatique croissant. Première étape, renforcer la coopération politique interne. Les trois pays doivent mettre en place un mécanisme de gouvernance partagée où chaque nation aurait une voix égale dans les décisions stratégiques. La mise en place d'un conseil de commandement rotatif où les ministères de la de la défense de chaque pays se relaient à la tête de l'alliance pourrait réduire les tensions liées à la domination du Burkina Faso. Ce processus devrait également inclure une répartition équitable des ressources militaires et des responsabilités. Cela permettrait de rétablir un équilibre politique interne et de renforcer la confiance entre les partenaires. Deuxième étape, optimiser la coordination militaire. Les forces des trois pays doivent poursuivre le développement de leurs capacités communes, en particulier en matière de renseignement et de logistique. Un centre de commandement unifié capable de coordonner les opérations militaires en temps réel est essentiel pour garantir des réponses rapides et efficaces aux attaques. Il serait également crucial de définir des règles d'engagement claires et des priorités communes pour les zones les plus instables. Troisième étape, diversifier les partenariats économiques et diplomatiques. L'isolement diplomatique doit être atténué par une diversification des partenariats économiques. En plus des accords avec des puissances non occidentales comme la Chine et la Russie, il serait stratégique de renouer des dialogues diplomatiques, même sous forme de négociations discrètes, avec des pays voisins et des acteurs internationaux, afin de réduire les sanctions et d'apporter un soutien économique à long terme. Avec ces mesures, l'Alliance pourrait non seulement maintenir sa force militaire, mais aussi renforcer sa résilience politique et économique face aux défis à venir. L'Alliance des États du Sahel représente bien plus qu'une simple coalition militaire. Elle incarne un tournant historique pour les trois pays du Sahel, qui ont été confrontés pendant des années à l'insécurité, à l'instabilité politique et à la pression de groupes djihadistes. Grâce à l'impulsion de Ibrahim Traoré, l'Alliance a démontré qu'une coopération militaire unifiée pouvait renverser le cours des événements. Toutefois, cette unité est encore fragile et suscite des interrogations sur sa capacité à résister aux défis internes et externes. Les habitants du Sahel, qui ont vécu dans l'ombre de la violence pendant si longtemps, aspirent à une stabilité durable, même si celle-ci reste encore incertaine. Le retour de la sécurité dans certaines régions est un soulagement. Mais il est clair que la véritable épreuve réside dans la capacité des dirigeants de l'Alliance à maintenir cette dynamique tout en apaisant les tensions politiques et en surmontant l'isolement diplomatique. Pour les générations futures, ce moment pourrait être un tournant décisif, un pas vers un avenir plus sûr et plus prospère ou une nouvelle phase de turbulence. L'alliance des États du Sahel est un symbole d'espoir, mais son avenir dépend de la manière dont elle gérera les fractures internes et les pressions extérieures. Les décisions prises aujourd'hui façonneront profondément le futur de la région. L'avenir du Sahel est en jeu et chaque décision prise aujourd'hui aura des conséquences profondes pour les peuples de la région. L'Alliance des États du Sahel a fait des progrès significatifs, mais les défis restent nombreux. Si la cohésion politique et la coopération militaire se maintiennent, la région pourrait enfin connaître la stabilité tant attendue. Mais cela nécessite une gestion prudente des tensions internes et une ouverture sur le monde extérieur pour éviter l'isolement. Les habitants du Sahel, mais aussi la communauté internationale, observent de près les évolutions à venir. L'heure est venue pour chacun de nous, qu'il soit citoyen, acteur politique ou partenaire international, de se poser cette question cruciale. Comment contribuer à la stabilité du Sahel ? Le chemin vers la paix et la prospérité est encore long,
Mais chaque effort compte. L'Alliance des États du Sahel a besoin du soutien de tous pour transformer ce fragile espoir en une réalité durable. Comment voyez-vous l'avenir du Sahel dans les mois à venir ? Quelles actions concrètes pouvons-nous entreprendre pour soutenir cette transition ?